Séminaire Patrick Vallas. Bon, alors, d'abord, d'un point de vue général, il ne faut pas vous laisser impressionner par ces schémas. Ça, c'est très important. La pratique analytique, c'est une pratique de la parole. Et le seul guide qu'on a dans la pratique, c'est ce que dit l'analysant. Tous ces schémas, c'est des choses qui ont été nécessaires pour asseoir finalement cette discipline, qui est pour nous très importante parce qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Lacan qui a été capable d'aller chercher chez Freud toutes les perles qu'il nous a distribuées. Je vous l'avais déjà dit une fois, il l'a commenté 12 000 fois dans son enseignement. 12 000 fois en 27 ans d'enseignement, en allant chercher le texte allemand, alors que lui, il ne savait pas parler l'allemand, mais il arrivait à lire les choses et à commenter. Donc tous ces termes, ça a toujours été son guide. Et alors, on avait utilisé une phrase, j'avais donné une citation où il disait que Freud-Lacan n'était pas couplés dans l'être, mais c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans un autre supposé qu'ils procèdent deux par deux. C'est pas la vraie citation, mais c'est à peu près ça. Et moi je considère que ça, c'est une façon de dire qu'il a pu lui-même boucler son analyse grâce à ça, parce qu'il a fait une analyse Lacan, et en 1938 à peu près, dans ces eaux-là, et quand il a eu son histoire avec l'Internationale, qui a refusé de le réintégrer à l'intérieur, il avait fait appel, il avait écrit son analyse, c'est-à-dire qu'il a signifié qu'il ne faisait pas une auto-analyse, ce qui n'est pas le cas de Freud. Freud il a été obligé de faire une auto-analyse. Alors il y a eu un auteur qui s'appelle Octave Manoni, qui prétendait que la correspondance entre Freud et Fliess, qui était un médecin à Berlin, était sa propre analyse, ce qui n'est pas vrai du tout. Ça n'a jamais été vrai. On n'a pas les courriers qui sont revenus de Freud et de certains courriers, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé entre eux, sinon que Freud a dit « j'ai réussi là où le paranoïaque a échoué ». C'est-à-dire qu'après avoir fréquenté quelqu'un pendant de très nombreuses années, un cinglé qui était capable d'écouter les folies que racontait Freud, parce qu'à l'époque c'était considéré comme des coups de folie, il a dialogué avec lui, puis petit à petit il s'en est sorti comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de terminer ce graphe du désir. D'abord, je vais reprendre au point où on l'avait laissé, qui était celui-là. Hein. En gros, je vous avais montré comment, avec le stade du miroir, qui est derrière, voilà ici, voilà, en gros, voilà, on en était là à peu près. C'est-à-dire que le stade du miroir permet de faire ce montage d'une structure qui est la structure chez Lacan, quadripartite, et qui va poursuivre jusqu'à la fin de son enseignement, jusqu'au moment où, en 73-14, il commence à introduire le nœud borroméen, et il passe dans un nouveau registre par rapport à ce qu'il disait avant. Donc ce schéma à 4 points, on va le retrouver constamment dans son enseignement, avec des transformations, en particulier ce montage du graphe du désir. Alors, nous, on avait transposé ça dans la lecture qui était ici, que vous pouvez repérer, donc il suffira de regarder vos archives, et puis je vous avais dit qu'à partir du moment où il avait fait basculer le sujet du côté du départ de la flèche, c'était une façon de dire que de toute façon, le sujet, par définition, l'humain, il est toujours divisé, et il a toujours reçu les signifiants qui faisaient de lui un humain. Alors, en particulier, justement, concernant le nourrisson, en fait, si on suit ce que disent
les structuralistes de cette époque, et notamment Lévi-Strauss qui avait écrit Lacan avait écrit en 1938 les complexes familiaux. Il ne disposait pas à l'époque du terme de structure, mais il avait déjà repéré quelque chose de l'ordre de la structure. Et quand Lévi-Strauss a proposé ces structures élémentaires de la parenté, il s'est rapproché de Lévi-Strauss, mais en même temps, ce que développait Lacan par rapport à Lévi-Strauss, ce n'était pas du tout la même structure. Pour Lévi-Strauss, la structure s'est faite d'éléments covariants qui s'interagissent, mais c'est une structure bouclée, fermée. Alors que chez Lacan, justement, c'est une structure ouverte. Et je vous montrerai ça plus tard, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une béance qui fait que ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour ça que Lacan a refusé de faire partie de ce qu'il disait le baquet des structuralistes. Il disait que c'était un truc de journaliste. Lui, il considérait qu'il n'en faisait pas partie. Et c'est vrai qu'il n'en faisait pas partie. Donc, on en était à ce niveau-là où je vous avais expliqué que cette courbe, c'était une représentation du trajet de la pulsion qui prend sa source dans l'organisme, qui tourne autour d'un objet mystérieux qu'on a mis là, qui c'est la joie, le regard, les selles et qu'est-ce que d'autre? Qu'est-ce que c'est le regard, les selles? Il y a quatre objets, ça va revenir. Qui tourne autour de cet objet et qui aboutit à la boucle. Et à l'époque, effectivement, Lacan disait qu'il aboutissait au niveau du sujet. Mais comme il a fait changer la chose, il a amené le sujet dans cette position-là et il a amené ici l'idéal du moi. Alors vous voyez sur la flèche, s'adressant à l'autre dans une demande. Voilà, c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le sujet du besoin, il fait une demande à l'autre, qui s'adresse à l'autre. L'autre, c'est le lieu du trésor des signifiants. C'est-à-dire qu'au fond, dans le stade du miroir, je vous l'avais montré un peu quand même ici, ce qui occupe la place du miroir, c'est le grand autre qui sont représentés par les parents. Ce sont les parents qui apportent, et en particulier la mère, qui apportent les signifiants premiers à l'enfant. Et ceux qui ont reçu le mail que j'ai envoyé, vous avez vu la relation entre vous l'avez reçu tous à peu près, vous avez vu, c'est prodigieux de voir ça. Et on dispose maintenant aussi de certains nombres de films comme ça sur d'autres comportements humains, mais aussi des comportements animaux. On est très étonné de voir certains comportements des animaux que vous ne pensez pas que c'était possible. Ça pose des questions. Enfin, les animaux ne sont pas dans le langage, en tout cas pas le nôtre. Il ne faut pas tomber dans les histoires des abeilles. Les abeilles, elles ont deux signaux, c'est tout. Un horizontal qui indique la direction où il faut aller, et un vertical qui indique la distance. Et elles se déplacent toujours en ligne droite. Donc quand elles prennent des virages, c'est des virages avec des moments comme ça. Et elles ne peuvent pas revenir à la ruche directement. Il faut qu'elles reviennent par le même parcours. Ça a été démontré par des spécialistes très performants, dont un de mes oncles maternels, qui était un grand spécialiste des abeilles, et qui a eu sa carrière brisée dans un accident de voiture. C'est comme ça. Au moment où il allait se rendre à l'époque, il y avait un colloque sur justement ce qui se passait en ce moment avec les abeilles qui disparaissaient. Et il allait dire aux gens, voilà, écoutez, vos ruches, ça ne va pas, vos ruches. Il y a trop d'abeilles et elles meurent. Elles meurent de maladies liées au fait qu'il n'y a pas assez de place pour chacune. Hein? Bon, ça c'est resté, et puis voilà. Alors, c'est pour bien dire que quand on vous parle le langage des animaux, bah, vous dites, bon, bah, très bien, les animaux parlent, on est d'accord, mais c'est pas comme nous, ils ne parlent pas tout à fait comme nous. Alors, le sujet, au départ, qui s'adresse à l'autre, hein, en reçoit, en retour, un message. Ça, c'est le lieu du code. Alors, quand je dis que c'est le trésor des signifiants, c'est là que se trouvent les signifiants. Alors, pareil, Lacan a une conception du signifiant qui n'est pas celui de la linguistique.
Alors que Freud, il était quand même... Bon, il connaissait pas Saussure, puisque le bouquin de Saussure a été publié par ses élèves en 1920, donc Freud était suffisamment avancé dans son œuvre pour ne pas connaissait pas la linguistique. Mais vous verrez, j'en donnerai un exemple aujourd'hui, comment il s'intéresse uniquement, et il le dit précisément, qu'il faut s'intéresser à ce que dit le patient. Bon, toujours se laisser surprendre par ce qui se dit et ne pas imposer un savoir par-dessus. Je vous dis ça justement à propos de la question des diagnostics. Moi je pense qu'il ne faut pas se presser à faire des diagnostics quand on reçoit quelqu'un. On entend comme ça des analystes qui font un exposé, puis qui vous disent bah oui c'est une hystérique, ou c'est un obsessionnel et tout. Et donc d'emblée ils adoptent une stratégie de ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'est l'obsessionnel et qu'est-ce qu'est une hystérique. Et là c'est une erreur fatale parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Le seul point d'appui qu'on a, c'est ce qui se dit. C'est les mots du patient. Voilà. Sinon c'est plus de la clinique, ça devient une dérive de la psychanalyse, une médicalisation ou une psychopathologie inventée qui n'a pas lieu d'être. Freud le dit très bien dans les 3 essais sur la sexualité, je vous l'avais déjà dit une fois, il dit il n'y a pas de normes sexuelles, il n'y a que des normes sociales. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc ça signifie que, je l'avais dit aussi, il est normal d'être psychotique, même si c'est pas marrant, il est normal d'être hystérique, il est normal d'être obsessionnel. Voilà, c'est normal. C'est pas rien comme retournement de la situation. Parce que quand Lacan faisait ses présentations de malades à Sainte-Anne, il était en présence de cas. C'est-à-dire que les psychiatres du service, qui étaient souvent de ses élèves, lui présentaient un cas qui posait question à l'hôpital. Alors, le statut des psychiatres, quand même, c'est qu'ils le fondent, le psychiatre il est fondé sur un principe, même une loi, il faut qu'il puisse savoir si un sujet est dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. C'est tout. Hein. Tout le reste de la littérature psychiatrique, c'est des élucubrations, plus ou moins performantes, mais ça ne tient pas la route, quoi. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça. Alors, ici donc, le sujet, la pulsion, le sujet fait une demande à l'autre, et l'autre, il en reçoit du lieu du code. Alors s'il n'a pas le code, vous savez bien, si vous ne donnez pas votre code quand vous allez sur Internet, ben, vous ne pouvez pas rentrer dans l'application que vous vouliez avoir. Hein. C'est quand même pas par hasard que ça se translate comme ça petit à petit dans notre monde actuellement. Hein. Des choses. On est souvent confronté à ces histoires de mots de passe et de piratage et de tout le reste. Hein. Bon. Si vous n'avez pas le code, ben, lui il a tout le code. Il s'adresse à l'autre. Et l'autre lui répond par un message. Et vous aboutissez ici à une instance psychique qui est que le sujet est signifié par l'autre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que votre statut dépend d'abord de l'autre. C'est pour ça que pour l'enfant, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'un enfant, justement, il est déjà programmé dans les générations familiales. Il est déjà prévu dans une lignée familiale, qui remonte à peu près au grand-père, à peu près comme ça. Il y aura un jour un enfant qui devra faire ça, qui devra reprendre éventuellement la mission du grand-père ou des choses comme ça, et il est sûr que ça s'appelle une surdétermination. Alors une surdétermination, ça veut dire simplement que c'est pas rigoureux, parce que vous faites des choix, le sujet doit faire des choix. Il fait des choix dans une panoplie qu'il a, mais qui lui est imposée. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs, vous avez mis la flèche du destin, là, cette fameuse flèche du destin, de la naissance à la mort, comme ça, une flèche, et que le sujet, ça sera la trajectoire de ce qu'on appelle le désir indestructible, et tous les accidents de l'histoire qui lui arrivent, ben, il va les traverser, et c'est en fonction des choix qu'il va faire à chaque fois qu'il va construire sa vie. Et effectivement, ce qu'apporte la psychanalyse de nouveau par rapport à ce qu'on appelait la fortune autrefois, c'est qu'on peut changer le cours de son histoire si on repère les amarres de son être aux signifiants de cette histoire, les signifiants majeurs. Ce que fait la psychanalyse, en principe, c'est là-dessus que ça repose.
Ça n'intervient sur le signifiant. Mais ça, c'était le premier pas, avec donc une structure quadripartite que vous pouvez repérer ici, ici, il y a 4 points comme ça. Mais au-delà de l'autre, quand on s'adresse à l'autre, l'autre, il vous pose une question. Il vous pose la question de que veux-tu? Donc il vous pose la question du désir. Que veux-tu? Et en même temps, que veux-tu? C'est lourd d'une réponse que lui-même va donner l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire que le désir de l'autre anticipe le désir du sujet. C'est pour ça que Lacan peut dire que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, le grand autre comme lieu des signifiants, comme lieu du trésor des signifiants. D'ailleurs là, il se sépare de Hegel, parce que Hegel aussi dit la même chose, mais Hegel il dit l'autre c'est le partenaire. C'est pas le grand autre, c'est le partenaire. Donc il y a un court-circuit imaginaire chez Hegel qui fait que Lacan le rejette, après l'avoir beaucoup étudié, comme il va rejeter un certain nombre de philosophes au fur et à mesure de son avancée, puisqu'au début, il est allé chercher une formation, les psychiatres, c'est une formation très pauvre, mais lui, il est allé au-delà pour chercher un savoir. Il a donc fréquenté des philosophes, tous ces gens-là, des écrivains, pour acquérir justement tous ces bouts de savoir qu'il a petit à petit intégrés et réinterprétés avec la psychanalyse. Alors ça, c'était là. Donc, au-delà, il y a donc une demande de l'autre qui dit « Que veux-tu » avec une dimension surnoïque. Hein, que veux-tu, c'est quasiment un impératif. Parce que quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, il vous dit « Que veux-tu », vous avez compris que vous ne pouvez pas lui répondre n'importe quoi. Hein, parce qu'il veut vous imposer, lui, ce qu'il veut vous imposer. Il ne vous donne pas beaucoup de choix. Et on dérive en haut entre deux pôles, c'est-à-dire que ça bifurque comme ça, entre un pôle qui est le sujet, réponse au sujet, et un pôle qui est l'objet. L'objet de ton désir et toi comme sujet du désir. Sujet divisé, objet petit a, cause du désir, hein, qui est en même temps le plus dur, qui est le noyau de la jouissance du sujet. Voilà, en gros. Alors, moi, j'en étais là, et maintenant je vais passer à l'autre niveau, comme j'avais prévu aujourd'hui. Bon, ça c'est fini, on laisse tomber, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble avec les autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous commenterai sur le graphe du désir un rêve que Freud a analysé, et vous verrez que c'est assez clair bien, quoi. Alors, on y va ensemble. Hein. On commence. On a ce fameux sujet qu'on appelle le sujet divisé. Et le sujet divisé, il faut bien comprendre que le sujet, chez Lacan, c'est pas la personne. Le sujet, c'est le sujet du signifiant. Et écrit comme ça, sujet divisé, ça veut dire qu'en fait, le sujet, c'est une fente. C'est pour ça qu'il se réfère à Fontana qui fait des fentes sur des plaques de cuivre, qui sont des illustrations pour Lacan de ce que c'est que le sujet. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il le définit. Le sujet, c'est un trou, en fait. C'est un trou dans le réel, bordé par du signifiant. Et c'est ça. Alors, effectivement, Lacan a aussi représenté ça quand il a introduit la dimension de la jouissance en prenant un anneau, comme ça. Et il montre que dans un anneau, l'intérieur et l'extérieur communiquent. Il n'y a pas de dedans et de dehors, ça communique. Par contre, l'anneau définit quelque chose de l'ordre d'un espace. Hein. Donc il va mettre à l'intérieur de l'anneau, il va mettre ce qu'il appelle, lui, la chose freudienne. Qu'est-ce que c'est que la chose freudienne? Justement, rien que de l'appeler comme ça, c'est très énigmatique. L'origine, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, c'est quoi? On ne sait pas trop bien. Et l'anneau représente, si vous voulez, en gros, une série de petites courbes comme ça. Quand vous faites des demandes, ben vous faites des boucles. En fait, vous tournez autour de l'anneau et en fait, à l'intérieur, voilà se situe le désir. Et là, hein, sur cet anneau. Bon, alors je commence celui-là et mon sujet du besoin s'adresse
une signification qui lui vient de l'autre. Il est défini comme ça ici. C'est pour ça qu'on écrit S de grand A. Voyez. Alors, le circuit continue, bien sûr, au-delà, pour aboutir au fait que le sujet s'adressant à l'autre lui est signifié une instance qui lui appartient, qui est l'idéal du moi, ici. Idéal du moi, on va mettre I de grand A. Un idéal qui lui est posé par l'autre. L'autre, éventuellement parental, qui donne au sujet des signifiants auxquels il devra s'identifier pour faire partie de la lignée, avec toutes les ruptures qui peuvent bien entendu exister, mais qui s'imposent d'une façon impérative. Et ça, c'est une instance, je l'avais dit, apaisante, parce que quand on rentre dans les rails, on est un peu apaisé, et quand on transgresse, on prend des gros risques. Hein. C'est vrai ça. Et puis, ici, ça revient bien sûr, ça revient puisque ça revient sous la forme, oh, je l'écris mal parce que ça bouge. Ça c'est une ligne de signifiant. Hein. Vous vous souvenez que je vous avais dit que c'était la trace que l'animal rencontrait. Et bien nous, on rencontre des chaînes signifiantes et eh bien on est obligé de les adopter. Voilà. Ça revient dans ce sens-là, ici. Et des instances sont là. Donc le sujet ne s'adresse pas au grand autre, bien sûr. Il s'adresse au petit autre. Hein. Il s'adresse à I2A. Un partenaire, le frère, la sœur, la grand-mère, tout ce que je vois. Et il lui est renvoyé ce qu'il est comme moi, ici. Et donc il y a un circuit ça circule comme ça, ça revient ici. Comme ça, ça circule, comme ça tout le temps, mais ça revient à l'origine, ça repart, ça revient comme ça. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'entendre quand vous vivez, que vous arrive des tas de choses, vous apercevez, vous reprenez toujours les mêmes traces. Quoi. Hein, si vous vous baladez dans une ville, vous prenez toujours les mêmes rues. Si vous allez dans un magasin, vous allez chercher vos produits, vous savez où ils sont, et quand on change le magasin, vous êtes un peu perturbé, puis vous vous y retrouvez. Je vous donne des exemples bêtes comme ça pour pouvoir fixer la chose. Mais alors, au-delà, c'est ce fameux « que veux-tu » ici. Je vous avais dit que... Alors, je vais l'arrêter là, parce que se pointe la question du désir ici, puisque c'est un « que veux-tu ». Donc, il y a un point du désir qui est fixé sur cette trajectoire, ici. Bon. Et bien entendu, il se passe qu'ici, il y a l'institution. Alors ça, c'est le, si vous voulez, en gros, cet étage-là, c'est l'étage conscient. Mais seulement, il se trouve que nous, la chaîne signifiante, elle n'est pas tout à fait comme ça linéaire. Il y a au moins deux dispositifs. Il y a le signifiant, le signifié. Là, ça devient du signifié quand c'était du signifiant. Et le signifiant, ben, la chaîne signifiante dont se constitue notre inconscient, elle est inconsciente. Donc on ne la connaît pas, et c'est ce qu'on essaye effectivement de déchiffrer dans la cure. Alors on monte ici, le désir il est ici, et il va aboutir à un point ici qui sera voilà, ici, l'objet cause du désir. Et ici, ça continue pour aboutir finalement à ce que là qu'on appelle S de grand tabaret. Alors ça, c'est très difficile de définir S de grand tabaret. C'est le signifiant de l'autre barret, c'est-à-dire au fond, au niveau du grand autre ici, il est barré, c'est-à-dire qu'il y a un trou, il y a un manque de signifiant. C'est-à-dire que dans la batterie signifiante qu'on avait supposée à l'origine, en fait, ça aboutit à quelque chose de l'ordre d'un trou au niveau de l'autre dont on est tributaire. Et cette zone-là, c'est la zone de l'inconscient.
Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la zone où on se déplace facilement, et là, c'est la zone de l'inconscient. Et ça aboutit ici, donc ici c'est rompu. Est-ce de grand tabaret? Je ne vous en dis pas plus parce que les gens se mélangent en disant bon, ben, c'est le phallus manquant. Non, c'est pas le phallus manquant, c'est qu'il manque un signifiant, tout simplement, dans l'autre. Dès qu'un signifiant touche au réel, il fait un trou dans le réel. Je vous l'avais dit, comme les enfants à la plage, c'est un exemple de ça, qui font des trous à la plage, et en fait c'est ça qui les intéresse. Ils voient l'eau remonter, ils touchent à quelque chose, et puis l'eau de la mer remonte comme ça. C'est ça, ça les intéresse. C'est très particulier parce que les enfants le font. Si vous observez les enfants, ils font plein d'expériences qui passent complètement inaperçues aux parents. Par exemple, les chambres d'enfants. Moi j'en parle souvent, ça. Les chambres d'enfants. Les enfants, quand ils ont une chambre, quand ils ont la chance d'avoir leur chambre, au bout de 2 jours, c'est un bordel monstre. Hein, c'est un bordel monstre. Alors quand ils sont à l'école, la mère, elle arrive, elle fait le ménage. Quand le môme rentre, il ne retrouve plus... Il a, au contraire, colonisé l'espace dans sa chambre, justement selon son vœu, selon son désir. Et il se repère très bien là-dedans. Mais si vous lui rangez ses jouets, petit à petit, il va se plier à l'obligation de le faire, mais il est complètement paumé, quoi. Hein. Alors que lui, il sait trouver ce qu'il veut dans la pièce. C'est bien connu, ça. Hein. Il le fait, c'est bien connu, mais les parents ne supportent pas, ils font le ménage, et le môme, petit à petit, s'habitue. C'est qu'à nouveau, il va falloir qu'il recherche ses jouets, parce qu'ils ne sont pas rangés comme lui les a sortis. Surtout qu'il les a sortis logiquement, en fonction... Et il sait, et c'est comme ça que ça se passe. Il sait que c'est ça, il va les retrouver tout le temps. Et ça perturbe les enfants. Donc, il y a un manque dans l'autre, il y a un manque de signifiant qui n'est pas le phallus. J'en dis pas plus aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui immédiatement y mettent le phallus, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le phallus là-dedans. Par contre, il faut se souvenir que ça, c'est le stade de l'inconscient, ici. Hein. Ici, c'est l'inconscient. L'inconscient, ici, on va appeler ça le registre du moi, de l'imaginaire, tout ce que vous voudrez. Et de là va sortir une flèche. Donc ça continue, ça revient. Alors, évidemment, ça c'est la figuration du trajet de la pulsion. Seulement, évidemment, une difficulté qu'on va rencontrer, c'est que la pulsion, ça n'existe pas. Comme le dit Freud, c'est un être de mythe, grandiose dans son indétermination. Donc, lui-même, il a mis du temps, hein. Il avait une théorie de la pulsion très élaborée. Lacan aussi, il a développé dans les 4 concepts une élaboration très, très poussée. En fait, ça n'existe pas. On n'a jamais observé la pulsion, personne n'a photographié de pulsion, et ça c'est très important. Et donc ici, on arrive à un statut qui va être assez déterminant. Alors, qui est que le fantasme qui est ici est surdéterminé par l'incidence de la demande, mais surtout par un point que je n'ai pas marqué ici, qui est ici, c'est le sujet de la demande, le sujet de la pulsion, en gros, le sujet de la demande est ici. Et c'est lui qui est en contact avec ce point-là, ici, qui est donc un court-circuit. Alors, et je reviens ici, voilà le graphe du désir complété. Vous le suivez là, ça va à peu près, hein. Il y a une conjonction entre ce fantasme, l'objet petit a, je vous avais dit que ça voulait dire plus grand ou plus petit, qui s'exprime ici justement. Tantôt vous êtes à l'intérieur, tantôt vous êtes à l'extérieur, le sujet peut basculer d'un côté ou de l'autre. Tantôt c'est l'objet, tantôt c'est le sujet, il est comme sujet divisé. Alors, en ce point-là, ici, vous avez l'inconscient du sujet, et puis on peut très bien faire ça, si vous voulez, la jointure entre les deux, et vous avez maintenant le graphe complet, complètement, le graphe, ce qu'on appelle le graphe du désir, avec des interactions
Alors c'est pareil, c'est toujours le même truc, c'est que ça peut repartir comme ça, comme ça, comme ça peut repartir comme ça, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions. Hein. Revenir en arrière, repartir. C'est quand même comme ça que ça se passe dans la vie. Hein. C'est ce qui nous arrive dans la vie, tout le temps. On est tout le temps en train, dans des carrefours, en train de chercher, en train de revenir, de retrouver les mêmes points, de chercher, de trouver des choses différentes, même d'être perdu parce qu'il y a une nouveauté qui est arrivée. Voilà, là vous le voyez bien, là comme ça vous va. Alors, à partir de maintenant, c'est pas très joli comme dessin. Hein. Je peux dire que j'en ai fait maintenant, mais quand même. Je sais pas si je l'ai. C'est pas réussi, quoi, comme dessin. Je suis désolé, je ne l'ai pas là. Alors, maintenant, si vous voulez, je vais vous parler de la façon dont Lacan va le lire à partir d'un rêve qu'analyse Freud. C'est un homme qui vient de perdre son père. Son père est mort, il vient de mourir, et il est effectivement très affecté par cette mort. Et une nuit, lui-même, le patient de Freud, fait un rêve, et il rêve que son père est encore en vie, et lui parle comme c'était avant. Voilà. Moyennant quoi, il éprouve ça quand même dans son rêve. C'est extrêmement douloureux pour lui. Et il ajoute, il a l'impression que son père est encore vivant, alors qu'il est déjà mort, et que seulement il ne le savait pas. Voilà. Voilà la phrase du rêve. Il ne le savait pas. Alors, évidemment, ce rêve est très court, mais on va en tirer ce qu'il faut. Au fond, ce que dit Freud, là-dedans, c'est ça, ce que je vous dis, je l'interprète avec Lacan, mais c'est Freud qui dit cette chose-là. Il dit quand même, l'histoire du père qui est mort et qui ne le savait pas, c'est quand même un peu bizarre, hein, parce que la plupart des gens comprennent que le mort, c'est pas qu'il est mort. Hein. Or, c'est pas ça du tout, le rêve, bien sûr, c'est pas ça du tout, mais on ne le sait pas au départ. Et Freud s'interroge, et ça c'est très important, parce qu'on voit bien comment il s'intéresse aux mots, à la phrase, au verbe, à toutes ces choses-là. C'est ça qui le tient, lui. Il a toujours fait ça avec Dora, il a toujours travaillé comme ça. Donc, écouter les patients, c'est pas Freud, c'est pas Lacan qui l'a inventé, c'est Freud qui le disait. Et quand on voit maintenant comment certains analystes qui se réclament de Freud, tout en rejetant Lacan, finissent par penser que Freud, il interprétait, bon, ben, il a vu ça, donc ça veut dire qu'il est comme ça. Hein. Une hystérique, par exemple, elle contredit tout le temps son père. Enfin, une femme contredit tout le temps son père, donc elle est hystérique. Il y a aussi des femmes homosexuelles, elles contredisent leur père, elles ne sont pas hystériques. Elles ont une perversion féminine, qu'ils appellent une perversion féminine. Bon, c'est comme ça. Alors, il y a des gens, ils projettent leur compréhension sans s'occuper du texte même de leur patient. Et Freud dit, quand même, c'est quand même un mystère ce truc-là. Comment le sujet peut-il faire un rêve et terminer en disant il n'en savait rien, il ne savait pas qu'il était mort. Et Freud ajoute, ben, il n'y a qu'une possibilité de le faire. Donc, on voit déjà, comme il a dit que le rêve est une satisfaction de désir, il dit que c'est quand même pas... Alors le mot, je vous l'ai mis là-bas, qu'est-ce que ça veut dire en anglais, les deux termes là? Ça veut dire que le rêve, c'est une satisfaction du désir, c'est un montage du désir. Donc, en principe, il y a une satisfaction obtenue de ce rêve, mais ce qu'il contredit, c'est qu'il y a une douleur intense pour le sujet. Et alors, il dit, la seule façon de comprendre la chose, c'est de dire que, au fond, il ajoute ce truc-là, comme ça, il ajoute, c'est une clausule, selon son vœu. Il ne savait pas qu'il était mort selon son vœu. Donc, il restitue l'intelligence du texte pour dire que lui qui ne savait pas, il ne savait pas, il ne savait pas
qu'il était mort. Ça, c'est l'énoncé de la phrase. Il était mort. Bon, ben, il était mort. On a constaté qu'il était mort. Il ne savait pas. La seule façon de comprendre la chose, c'est d'introduire une clausule que Freud fait. C'est-à-dire qu'on voit un mécanisme très important chez lui, où il situe que l'inconscient se situe là où il y a un manque dans la chaîne signifiante. C'est-à-dire qu'il y a un signifiant refoulé qui n'apparaît pas dans le discours de l'analysant. Hein, et il s'agit justement dans l'interprétation d'être capable de pouvoir restituer quel est le signifiant manquant, et c'est toute la procédure de la cure qui est comme ça. C'est-à-dire que l'interprétation de l'analyste n'est pas une explication donnée au sujet. Vous avez mal à la tête parce que vous en avez marre de votre père ou je ne sais pas quelle connerie, c'est en termes de signifiant qu'il faut y répondre. C'est dans son discours que ça va se dire. Donc, il introduit Freud, et c'est quand même pas rien, quand même, c'est quand même un cas d'avant 1905, je crois que c'est presque... Oui, c'est même un rêve qui raconte dans l'interprétation des rêves 1900. Il dit, il faut rajouter cette clausule selon son vœu. Et à ce moment-là, le vœu de qui, bien sûr, c'est pas le vœu du mort, il est mort, c'est le vœu du fils. Le fils est très angoissé, il souffre de penser que pendant la maladie de son père, qui a duré longtemps et qui était très douloureuse, ben, il a souhaité sa mort. Et le rêve lui rappelle la culpabilité qu'il ressent de penser qu'il avait cette pensée vis-à-vis de son père, c'est-à-dire un souhait de mort pour que ça se finisse. Ça, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours dans la vie des gens. Passent leur temps justement à se défendre de ça, et c'est ce qui apparaît dans le rêve. Donc, voyez comment à travers cette construction, on peut mieux suivre du point de vue de la structure ce qui se passe justement à propos de la notion du désir. Alors, je vais arriver ici à ce point, entre le fantasme et ce qui se passe ici. Lacan va ici placer, au départ, il va placer, vous êtes une signification d'autre, en gros, c'est un symptôme. Voilà, vous avez un symptôme qui est en quelque sorte un retour du refoulé. Ce qu'on a, la définition de Freud, c'est de dire qu'un symptôme, c'est un retour du refoulé, c'est le symptôme. Ici, vous avez le fantasme. Alors, le fantasme qui est ici, décrit dans la zone de l'inconscient, c'est ce qu'on appelait en fait le fantasme, disons, originaire. Alors, c'est une question importante parce qu'au début, Freud considérait que la névrose, spécialement pour lui l'hystérie, était liée à un traumatisme de l'enfance. Et le traumatisme, c'était toujours, à l'époque, considéré comme elle a subi une séduction par le père, et donc elle devient hystérique. C'était comme ça que c'était dit à l'époque. Et puis quand même, Freud s'est interrogé parce qu'il a reçu quand même beaucoup de femmes hystériques, comme ça, qui étaient hystériques, et il a dit c'est quand même pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il y ait tant de scènes de séduction du père pour leur fille. Hein, ça ne peut pas être comme ça. Donc il a renoncé à ce qu'il appelait sa neurotica, et il a dit au fond c'est un fantasme. C'est-à-dire qu'au fond, la jeune fille, ça peut être un jeune garçon d'ailleurs, la jeune fille, elle aime son père, quoi. Hein. Elle aime son père, et donc, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction. Donc il y a un fantasme, elle imagine que son père va la traiter comme il traite la mère, comme elle suppose qu'il traite la mère. Hein. Voilà, c'est cette dimension-là qui existe. Et c'est normal que la petite fille puisse, c'est une étape importante, mais pour le petit garçon, c'est la même chose. Hein. Ça peut être exactement la même chose. Il peut très bien, effectivement, fomenter ça par rapport au père. Hein. Il va plutôt s'identifier au père, plutôt que de se faire comme objet du père,
Mais c'est ça qui est en jeu. Alors il dit non, c'est pas possible. Donc la causalité, c'est un fantasme originaire. Alors, on s'est mis, mais moi comme tout le monde, on s'est mis à étudier la construction du fantasme. Alors moi je fais un texte comme ça, la construction du fantasme originaire. Il se trouve que c'est pas vrai, quoi. Il n'y a pas de fantasme originaire, c'est plus complexe que ça, c'est plutôt un enchaînement de différentes causalités qui fait qu'un jour on fait le choix de la névrose, le choix de la perversion, le choix de la... C'est par rapport à la castration, c'est pas du tout à fait pareil. Mais enfin bon, il y avait construction du fantasme originaire, et évidemment, c'est une grande question de savoir comment il peut y avoir un lien entre l'objet petit a, cause du désir, et le sujet divisé. Voilà, ça c'est une grande question. Et forcément, là, se pose... comment je vais le dire, ça? Je vais le dire, oui. Chez le névrosé, si vous voulez, en fait, compte tenu de la demande, le fantasme, il fonctionne... comme la demande. L'objet petit a dans la névrose, c'est une demande. Et une demande qui a des effets de division, parce que quand vous faites une demande à quelqu'un, vous vous soumettez à sa décision et que vous en éprouvez du malaise. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'osent pas demander. Ils n'osent rien demander à personne, ils passent leur vie à jamais demander, pour ne pas dépendre de l'autre. C'est ça, hein? Mais quand même, à la fin d'une cure, Lacan dit, et lui il l'a mis en action, il ne faut pas hésiter à demander tout le temps. Il faut demander tout le temps. Et Lacan c'était comme ça, il demandait tout le temps. Et tout le temps, sans arrêt demander. Et il obtenait ce qu'il voulait. Hein. Il harcelait les gens pour avoir des réponses qui lui permettaient de continuer à faire son travail. Les mathématiciens, tous les gens qui l'ont aidé, toutes ces choses-là. Alors, ça fonctionne, donc il y a une confusion chez le névrosé entre la demande et le fantasme ici. Voilà, ici, il y a une confusion chez lui entre l'objet qui le cause et la demande. Donc, il est causé par la demande de l'autre et il est tributaire de l'autre. Et c'est dans la cure, il va falloir pouvoir dégager ça de façon à ce que le sujet récupère son désir qui est le sien et qui est radicalement différent des autres. Bon, ben là, je crois que... moi, je suis arrivé un peu au bout de ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. Vous pouvez redire... Hein? Vous pouvez le redire. Redire quoi, ça, là? Oui. Non. Je vais reprendre comment? Reprendre quoi? Ce truc-là? Cette formule-là. Oui, cette formule. Oui. Ici, le fantasme, c'est comme ça. Hein. Ce qui s'appellerait le fantasme originaire. C'est-à-dire que, comme dans l'homme au loup, vous savez que dans l'homme au loup, Freud prétend qu'à l'âge de 4 ans, il est rentré dans la chambre de ses parents et qu'il aurait aperçu une copulation interco. Et il a lâché une merde, et toute sa vie, il a fait le dessin du rêve originaire, c'est-à-dire un arbre avec des loups qui le regardent fixement. Donc il est rentré dans la chambre de ses parents, il a vu ça, et ça l'a traumatisé, il a passé sa vie à dessiner ce schéma, et Freud n'a pas guéri, quoi. Parce qu'il racontait que des salades à Freud, et un jour, Freud lui a dit, bon, ça suffit, si dans 6 mois, vous ne m'avez pas sorti un rêve, on arrête. Et au bout de 6 mois, il a sorti ce fameux rêve, mais c'était fini, c'était rompu. Et comme ça n'a pas été analysé, le sujet a passé sa vie à écrire il était réfugié à New York pendant la guerre, il faisait des petites cartes et il vendait aux gens, parce que c'était quand même l'homme au loup qui avait été analysé par Freud et qui était célèbre parce qu'il s'appelait l'homme au loup, quoi. Hein. Alors, dans la névrose, en gros,
dégager la cause du désir d'un sujet, c'est pas rien, hein, quand même. Hein, parce que les gens font des tas de choses, mais la cause qui les supporte pour réaliser leur désir, parce que c'est ça le truc, hein, le désir il est là, hein, c'est le support du désir, et eux ils vont fonctionner avec justement, ils confondent leur objet avec la demande. Vous le suivez ça? Et la demande, justement, comme je vous l'ai précisé, la demande, elle vous met à la disposition de l'autre et vous êtes mal à l'aise avec la demande. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire. Hein. C'est pour ça que les gens ils viennent demander une analyse. C'est parce que ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas encore repéré ce qu'ils désiraient vraiment et donc ils viennent demander. Mais ils s'adressent souvent à des gens qui ne peuvent pas leur répondre. Si vous allez voir un psychiatre, il va vous donner des neuroleptiques, ou il va vous faire hospitaliser. Si vous allez voir un médecin, il va vous faire je ne sais pas quoi. Hein. Et il n'y a qu'un analyste qui peut faire un travail d'entretien préliminaire où la demande va être travaillée de telle sorte qu'à un moment donné, le sujet ne peut plus faire autre chose que d'entrer en analyse. C'est un moment de la structure, parce que sa demande s'épuise et qu'il comprend qu'il bute quelque chose, et l'analyste peut à ce moment-là intervenir. Et ces interprétations vont lui procurer des signifiants nouveaux, comme celui qui est ici chez Freud, pour dégager le sujet de cette situation, pour le soulager, mais il lui dit, ben oui, selon son vœu, ben c'est lui, on lui dit, écoute, c'est vous qui avez le vœu, que son père, que vous aviez ce vœu quand le père allait mourir, et vous vouliez qu'il meure plus tôt pour ne pas souffrir. C'est normal, vous avez le droit d'avoir un fantasme et un vœu de cet ordre-là, et bien, si vous arrivez à toucher ça, ben vous le soulagez. Après, il y aura d'autres histoires qu'il racontera après, parce qu'il va y avoir d'autres trucs qui vont venir, mais ça va s'enchaîner petit à petit. Donc ça tourne comme ça une cure. Alors, on arrive ici aux symptômes, on a tout retrouvé là comme ça. Ce que va faire Lacan avec cette histoire, c'est qu'il va compliquer la chose, Lacan. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme pour le stade du miroir, c'est-à-dire que toutes ces mathématisations de l'analyse, il avance avec... Bon, il a compris le truc, le sujet de la psychanalyse, c'est le sujet de la science. Ça, il part de Descartes. C'est le sujet de la science. Et le sujet de la science moderne, c'est un sujet fort clos, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est dans le réel. Contrairement aux antécédents du sujet qui étaient pris dans des discours, par exemple, religieux ou mythiques, ou même de l'ordre du sexe, des choses comme ça, qui étaient des sujets qui avaient une subjectivité avec des objets à leur disposition. Hein. Tandis que dans le sujet de la science, vous êtes coincé complètement, vous êtes fort clos comme sujet. Vous savez bien qu'on est fort clos comme sujet, quand on a affaire à l'administration avec laquelle on a... Essayez de prouver que vous êtes ce que vous êtes. Hein. Pour demander n'importe quoi, essayez. Maintenant, ça s'étend au marché, ça s'étend au site, ça s'étend... On voit bien comment... Parce que Lacan disait que la machine de Turing, c'était la machine à calculer qui venait de la machine. C'était l'invention la plus dangereuse du siècle. Et on voit se réaliser avec les ordinateurs que c'est vrai. Hein, et qu'on est traité comme ça, de plus en plus, comme un objet qui ne peut même plus prouver son identité. Sauf avec des mots de passe. C'est quand même un peu fort. Hein. Vous vous présentez quelque part, on ne vous croit pas. Non, c'est pas vous. Vous n'êtes pas ça, il faut le prouver. Donc, là où j'en suis, donc le symptôme, il le place ici, comme signification de l'autre. Donc ça veut dire que le symptôme est un retour du refoulé. Seulement, il va compliquer la chose, c'est pas satisfaisant. Déjà, le stade du miroir, le miroir c'est un peu flottant comme histoire, même si ça peut se voir à l'expérience, c'est un peu flottant, donc c'est pour ça qu'il invente, il va chercher la pulsion à l'œuvre et qu'il montre ce graphe du désir, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le désir
que Freud désigne comme le désir indestructible. Vous vous rendez compte? Le désir indestructible. Du début à la fin, c'est le même. Et les accidents de l'histoire, vous les traversez, et vous vous retrouvez toujours le même à la sortie. Quand vous passez une épreuve difficile, eh ben, si vous en sortez, vous retrouvez votre désir, ça va un peu mieux. Vous rencontrez un nouvel obstacle qui vous rend malheureux, et ça continue, ça continue, ça continue. C'est pour ça que la psychanalyse peut quand même permettre à un sujet de repérer ces moments-là et de savoir y faire, comme le dit Lacan, avec son symptôme. Hein, quand il a des retours de symptômes, justement, il commence à les connaître et il commence à savoir faire avec. Mais, comme le dit Lacan, on ne guérit jamais de son symptôme. Le symptôme va même devenir chez Lacan la marque du sujet. Et il va le placer où? Il va faire monter d'un cran, comme ça, parce que là, il va monter d'un cran, pas descendre comme c'est le circuit habituel, et il va installer le symptôme. Le symptôme, il va l'écrire comme ça. Une écriture qui date du Moyen-Âge pour lui. Il récupère cette je crois qu'il y a un symptôme, oui c'est ça, c'est comme ça. Il va le monter au niveau de S de grand tabaret, il va lui donner donc une définition différente, parce que qu'est-ce qui se passe justement, comme vous l'avez vu, ceux qui ont vu la vidéo de l'enfant avec sa mère. L'enfant, en fait, il est introduit au monde du signifiant par la lalation, avec sa mère. C'est-à-dire qu'il est dans un bain de langage, et sa mère joue avec lui, et on a vu dans la vidéo comment l'enfant répond. Hein. Il module, il module. Il n'a pas encore la disposition des signifiants, mais il est prodigieusement intéressé, d'autant plus que ça lui fait plaisir. Hein. On a vu comment ça se passe avec la mère. Hein. Donc dans ce bain de langage, il va petit à petit commencer à apprendre et à s'intégrer les signifiants du discours. Donc, ce qu'on appelle la langue maternelle originaire. La langue maternelle, c'est celle de la mère. Bon, il peut y avoir d'autres personnes que la mère qui remplacent la mère quand elle n'est pas là ou quand elle n'existe plus pour des raisons X ou Y. Et ce qui s'est passé justement en France après la guerre, c'est qu'il y a des analystes qui ont dit, écoutez, les nourrissons prématurés qu'on met dans des couveuses, c'est absolument dramatique parce qu'ils n'ont plus aucun contact avec un autre corps et avec un autre discours. Et c'était souvent comme ça dans les hôpitaux, on les met dans des trucs et puis on leur met des tubes et on les nourrit à coups de produits, tout ce qu'on voudra, du sérum, tout ce qu'on voudra, et on s'en occupe plus. Donc il y a des analystes qui étaient des élèves de Lacan, se sont introduits à l'hôpital Laennec. Et ils ont été acceptés dans un service de prématurés, et puis ils sont venus à l'endroit où il y avait les couveuses, et puis ils ont commencé à expliquer qu'il fallait prendre les enfants dans les bras, les sortir de la couveuse, les caresser, leur parler, les toucher, tout ça. Et ça a développé tout un système de choses qui ont permis quand même de récupérer des enfants qui étaient en très grande souffrance et des fois qui étaient marqués pour la vie. Hein. Marqué pour la vie, d'une absence de l'autre qui peut aller jusqu'à la psychose. Hein. Ça pouvait être comme ça. Ou qui meurt. Il meurt parce qu'il n'y a pas de support de la parole. Si on vous met dans un endroit où vous ne parlez jamais, vous allez très mal. Hein. On sait bien que la première punition que faisaient par exemple, ce qui s'est passé avec les Américains à Guantanamo, c'était de les isoler absolument tous. Hein. Ils étaient dans des cages proches les unes des autres, mais ils n'avaient pas le droit de parler. Et quand on les emmenait sur des charrettes comme ça, et ils demandaient à avoir leur Coran pour pouvoir travailler, mais on sait toujours que quand on veut détruire un homme, on le prive de parler. Voilà. Et il peut en mourir parce que s'il n'est pas supporté par la parole, ben il meurt. Voilà. Donc, il situe ça comme symptôme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, l'enfant humain qui naît, on peut dire que c'est un animal, quoi. C'est un corps animal. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a en lui le fait que les hommes, ils sont des êtres parlants.
On ne sait pas ce que c'est. Au fond, on ne sait pas d'où ça vient, le langage. On ne sait pas d'où ça vient. Ça ne vient pas de la linguistique, hein. Ça ne vient pas du langage. Parce que justement, ça n'existe pas, le langage. Le langage, c'est une élucubration de savoir, selon la définition de Lacan, une élucubration de savoir sur la langue, que Lacan écrit en un seul mot. Et la langue, ça part au niveau de la lalation. Donc on progresse de la lalation à des séquences qui amènent les mots, et qui fait que donc pendant ce temps-là, le corps du sujet est colonisé par le signifiant, qui va justement parasiter sa jouissance. Parce que ce n'est pas une jouissance pure, c'est déjà une jouissance commandée par le signifiant. Et c'est comme ça que ça va se développer pour un enfant, jusqu'à la possibilité d'apprendre des mots, donc petit à petit d'apprendre l'idiome de sa contrée, et Dieu sait si ça fonctionne, mais les Corses, les Bretons, les Auvergnats, tous ces gens-là, vous connaissez l'histoire de Fernand Reynaud, je suis breton par ma mère et auvergnat par un ami de mon père, vous connaissez pas ça, hein? Et donc, il faut dire que comme le personnage était un grand comique, qui racontait ces histoires-là. Voilà l'entrée de l'enfant dans la langue et dans le langage de sa contrée et de son pays, c'est toute cette trajectoire qui est parcourue et qui est bien sûr, ça c'est posé comme ça, mais c'est toujours comme ça, même pour nous. On est tout le temps, toujours pris dans cette boucle. Toute sa journée, on passe son temps, ce qu'on appelle la répétition, on passe son temps à ça, tout le temps. On renouvelle ça en permanence, cette expérience. Hein. On s'adresse quand on vient dans un nouveau milieu, on ne connaît pas les mots du milieu, on ne connaît pas les gens qui viennent dans les écoles analytiques en espérant devenir psychanalyste, par exemple, ils s'aperçoivent que les analystes, on ne sait pas de quoi ils parlent. Comme très souvent en plus, les analystes ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est très compliqué pour les gens qui viennent les écouter. C'est vrai, hein, c'est passé des choses tout à fait vraies, ça. Tout à fait vrai. Alors que, disons qu'avec cette armature de l'enseignement de Lacan, on entre dans la possibilité de piger un petit peu ce qui se passe, de comprendre ce que Freud pigeait bien, parce qu'il était très tracassé, Freud, par le fait d'écrire des textes et de publier des cas. Il était inquiet de ça. Il se disait, quand même, les gens vont prendre ça comment? Il était très embarrassé. Il le vivait même, il le disait presque comme une trahison. Puis il disait, au fond, c'est important parce qu'il faut que d'autres en profitent. C'est-à-dire que non pas du cas, mais profitent de l'expérience que j'ai, grâce à eux, je leur dois ça, pour qu'il y a d'autres gens qui puissent bénéficier d'une analyse. Hein? Voilà, c'est ça qui est très important par rapport à... C'est pas quand même comme ça qu'on entend parler de la psychanalyse maintenant. Hein? Maintenant, en général, il y a beaucoup d'analystes qui viennent pour chercher des clients. Oh, des clients. Ou des patients. Les patients, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas patients. C'est les médecins qui disent qu'ils sont patients, pas par hasard dans les salles d'attente, vous attendez toute la journée pour qu'ils vous prennent. C'est des impatients, hein. C'est des urgences subjectives. Et il faut répondre aux urgences subjectives des sujets. Ça, Lacan était très attentif à ces choses-là, et il était très proche, il disait aux vieux analystes, alors ça n'existe pas les vieux analystes, je vous le disais tout à l'heure quand on en a parlé, il n'y a pas d'expérience dans la psychanalyse. On n'acquiert pas de l'expérience. Ce n'est pas vrai. Parce que la cure, ce n'est pas une expérience. C'est autre chose. Hein? On fait des expériences dans la science, mais dans la psychanalyse, ce n'est pas une expérience. Parce qu'une expérience, pour que ce en soit une, il faut qu'elle se répète et qu'elle soit prouvée par quelqu'un d'autre. Il faut tandis que là, non, il ne s'agit pas de ça. Donc, ce n'est pas une expérience. Et donc, après tout, peut-être que les plus jeunes qui se lancent dans la carrière, ils sont aussi bons analystes que les vieux, ce qu'on appelle les vieux qui ont blanchi sous le harnais, comme ça. Hein. Mais effectivement, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que dans les institutions analytiques, il y a quand même des gens qui se mettent en position
surtout celles qui se désignent comme des écoles, bah, si ça s'appelle une école, bah, y a des professeurs, hein, forcément. Donc il y a des gens qui enseignent aux ceux qui ne sont pas encore professeurs et qui ne sont pas encore analystes. Bon, je vais m'arrêter là, mais je vais répondre à vos questions. Si vous avez besoin que je donne des éclaircissements sur ce truc qui devient une véritable toile d'araignée et illisible de l'extérieur. Mais je mettrai les schémas je vous les enverrai, ces schémas-là, je vous les enverrai par séquence, par mail, de façon à ce que vous les ayez à votre disposition. Hein, pour vous rappeler, quand vous écouterez éventuellement la vidéo, que vous puissiez repérer les choses. C'est un outil que Lacan a produit en 1958, mais dans les écrits Subversion du fusil dialectique du désir, il l'a publié en 1966. C'est-à-dire qu'il a modifié son texte. Hein. Très souvent d'ailleurs, tous les textes de Lacan dans les écrits sont des textes qui ont été parlés avant. Et c'est très intéressant d'avoir le texte du départ. Parce qu'on voit les hésitations, il ne dispose pas encore de certain nombre de choses. Par exemple, quand il va dire que le signifiant interdit la jouissance, il dit ça. Et puis après, plus tard, il va dire non, il est cause de la jouissance. Des choses qui changent tout le temps, comme ça. Hein, voilà. Bon, alors. Par rapport au S de Habaré, le manque de signifiant dans l'autre, sur le circuit que vous avez inscrit, vous dites qu'à la fin, pour le névrosé, il y a une confusion avec l'objet et la demande. Est-ce qu'on peut, vous avez parlé de toile d'araignée, et dans la toile d'araignée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un passage qui ne se fait pas, à un moment? Oui, moi j'ai dessiné une toile d'araignée. Oui, c'est tout à fait ça, mais on peut la lire. Et que le abarré, finalement, le fait qu'il y ait un trou dans l'autre, ça ne soit pas supportable, qu'il y ait un retour vers la demande, ce qui fait que c'est cette demande qui, un temps, prend la place de l'objet. Et que, finalement, la cure, pour le névrosé, ça revient à supporter le trou dans l'autre et à faire passer ce qu'il avait mis, c'est-à-dire la demande, et le remplacer par l'objet. Et il y a ça, et quand vous parlez de Lacan qui fait passer, qui nomme ça, qui nomme finalement le trou, on peut dire que c'était le symptôme, et que ça devient le symptôme, et que cette autre façon de le nommer, le symptôme, c'est une manière d'évoquer qu'effectivement, ça ne sera pas refermé, mais qu'il y a une position, ce qu'on appelle le savoir-faire, savoir-y faire, c'est finalement l'outil dont on dispose. Vous parlez des vieux analystes, ou des jeunes analystes, c'est que finalement, même quand on a beaucoup travaillé, on sait y faire avec le symptôme, avec son propre symptôme. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de refermer la chose, mais on sait comment y faire. Est-ce que c'est un peu... c'est ça l'idée? On sait comment faire. On sait. Savoir y faire avec... Oui. Alors... bon, la cure, en fait. La cure se termine par quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre le sujet et l'objet. C'est pour ça représente en même temps un trou et en même temps une connexion. Plus grand, plus petit, c'est ça. Mais ce qui se passe à la fin, si c'est ça la fin de la cure, et ça doit être ça la fin de la cure, c'est qu'il y a une destitution subjective. Vous avez été instauré comme sujet, et Dieu sait si les gens revendiquent leur identité, pour découvrir qu'au fond, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien qu'un signifiant, et même vous n'êtes rien qu'une suite de signifiants, et qu'on vous le rappelle souvent dans le monde. Hein. On vous rappelle que vous n'êtes rien du tout. C'est comme ça. Une destitution subjective du côté de l'analysant, et du côté de l'analyste qui avait été investi comme étant le lieu, disons, de l'autre, du trésor des signifiants, mais le lieu de la demande, eh ben, il y a un désêtre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, considérez que votre analyste est une merde, quoi. Et vous le quittez sans lui dire au revoir, et basta. Hein. Non, ben
caricature les choses, parce que toutes les cures ne se terminent pas par la haine, parce que c'est quand même, hein, ça peut se terminer aussi par une amitié qui s'instaure et une suite qui peut avoir lieu. Mais moi, j'ai eu l'expérience que je vois dans le milieu analytique, des gens qui ont été éventuellement en analyse avec Lacan. Je suis très surpris de voir la haine qui lui porte. La haine qui lui porte, qui va, en fait, eux, ils s'amputent eux-mêmes de tout le travail de lecture que Lacan a fait sur Freud pour faire avancer la psychanalyse. C'est dommage pour eux, parce que finalement, ça les conduit à raconter des choses, on ne comprend même pas ce qu'ils racontent. La mathématisation de la psychanalyse, ce n'est pas un enseignement de la psychanalyse, mais c'est ce qui permet aux gens de pratiquer, de se parler entre eux. Hein, de se parler, mais d'avoir des points de repérage qui sont communs et qui sont démontrés cliniquement. C'est pour ça que cette fin de cure, comme destitution subjective et des êtres de l'analyste, Lacan a voulu poser la question, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir devenir analyste? Comment se fait-il, il le dit lui-même, que cette pratique est absolument abjecte, que c'est un métier terrible, qu'on est très mal vu, en gros, comment des gens peuvent devenir analystes? Parce que, justement, ayant rencontré ça, ils reprennent le relais et ils deviennent analystes. Et ça, il a inventé cette procédure de la passe pour savoir si c'était un fait de structure ou simplement une décision arbitraire d'un sujet. Alors, ça, c'est des grandes questions que se posent très peu d'institutions, très peu d'écoles, et à la limite, moi, de ce que je vois, ça a été complètement gommé, quoi, complètement gommé. On n'en parle plus, et puis les gens, ils inventent du nouveau. C'est-à-dire qu'ils parlent tous, vous voyez en ce moment dans les journaux, partout, il y a une crise de la psychanalyse, ça y est, c'est fini, ça va... Il n'y a pas de crise dans la psychanalyse, il ne peut pas y en avoir si vous prenez le terme de ce que ça veut dire une crise. Par exemple, en mathématiques, il y a une crise parce qu'à un moment, les algorithmes ne fonctionnent plus. Hein, théorie des ensembles ou d'autres choses. Quand on découvre les quantas, eh ben, tout le réductionnisme corpusculaire et tout ça ne tient plus la route à cause du quanta, qui associe par exemple une théorie des vibrations et une théorie de la lumière, en gros, hein, ou de la matière, en gros. Donc ça, c'est une chose, il y a une crise, donc il faut trouver de nouveaux algorithmes. Ce qui est en train de se produire actuellement, mais c'est pas gagné. C'est plus E égale MC2, c'est l'histoire des quantas. Bon. Dans la psychanalyse, il n'y a pas de crise parce qu'on n'a pas dépassé Freud, on n'a pas dépassé Lacan. On est même très loin de les avoir dépassés. On est toujours pris dans leur discours. Alors c'est facile de dire que, bon, c'est des vieux trucs, parce que les gens, ils ne les travaillent pas, c'est tout. Ils préfèrent publier des choses qui sont inintéressantes au possible la plupart du temps. D'ailleurs, la littérature analytique ne se vend plus, hein, c'est fini. Fini, ça ne se vend plus. Il reste que Freud qui se vend toujours, mais souvent parce qu'il y a des collectionneurs qui ont besoin d'avoir des beaux bouquins chez eux. Et puis Lacan, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas encore sa collection de prestige. Hein, mais ça peut venir un jour. Voilà. La prochaine date. Hein? La prochaine date. C'est le 17 mars. Et on peut vous écrire, Patrick, par mail. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser tomber ça parce que je commence à m'embrouiller un peu avec ça, parce que je m'aperçois de beaucoup de difficultés qu'a rencontré Lacan qu'il a résolues d'une façon qui ont l'air bien claires, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a cette histoire de la langue. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, l'histoire de la langue, le langage, ça n'existe pas. Et c'est déjà dans Freud. Freud dit le langage, ça n'existe pas. Bien sûr que ça fonctionne, mais ça n'existe pas le langage. Et alors Lacan va dire qu'il y a des signifiants dans la nature, il y a plein de signifiants dans la nature. Et c'est vrai que quand vous donnez un nom à une montagne, c'est insignifiant.
quand vous donnez le nom à un arbre, un autre signifiant. Et quand nous, on est au monde, on est dans un bain de signifiants qui nous entourent et qu'on est obligé d'apprendre. Alors essayez simplement de répondre à la question, est-ce que vous croyez, je l'avais dit la dernière fois, je ne sais pas, est-ce que vous croyez que le reflet de la montagne dans un lac existe depuis toujours? Les animaux montrent que c'est pas, ils ne voient pas de reflet de la montagne. Hein. C'est nous qui voyons le reflet de la montagne, mais eux, ils ne voient pas. Donc, il n'y a pas de reflet de la montagne dans le lac, sauf pour les êtres humains. Et c'est ça, les signifiants dans la nature. Alors Lacan, il va dire, il y a des essaims de signifiants, comme des essaims d'abeilles. Seulement, les signifiants de la langue, ce n'est pas les signifiants de la linguistique. Hein? C'est ça qui est très différent. Il y a une multitude de signifiants dans la nature et qui nous gouvernent et qui font que c'est là que ça se passe. C'est pour ça que Lacan va revenir justement avec sa topologie meubienne d'abord et ensuite le nœud borroméen pour essayer de traiter cette question. Parce qu'on a toujours affaire à un nouage, pour nous, entre le réel du corps, c'est-à-dire l'organisme vivant, dont on ne sait pas ce qu'il est, c'est pour ça que Lacan met la vie du côté du réel, et qui va dire que la science, elle cherche à comprendre ce que c'est que ce réel de la vie, et elle passe sous les représentations. Elle essaye, elle pense qu'elle peut se passer des représentations, c'est-à-dire des mots. Hein. C'est vrai que les types avec leur microscope électronique, leur machine, le cyclotron et tous ces trucs-là, il n'y a plus de discours là. Hein. On voit une gerbe de particules et puis on repère que, il y a une particule, le boson de Higgs, il l'a repéré par des calculs d'algorithmes, lui. Hein. Et donc, comme ça a été démontré scientifiquement, ce qu'il avait soutenu de son désir, parce que c'est ça la question. Pendant 40 ans, devant toute la communauté, il a dit, il y en a un là, et tout ça. Alors l'hystérique, n'oubliez jamais, c'est pas simplement la malheureuse que l'on décrit dans les manuels de psychiatrie et autres psychologies. L'hystérique, c'est un des piliers du discours de la science. Tout simplement parce que l'hystérique, elle met toujours en cause l'ordre établi. Évidemment, c'est chiant, mais c'est comme ça. Elle met en cause l'ordre établi parce qu'elle interroge la valeur des signifiants, et c'est comme ça qu'elle invente le savoir. C'est comme ça qu'elle produit du savoir, elle. Et c'est vrai que c'est comme ça. Lacan disait que Socrate, c'était un précurseur de la psychanalyse, puis il est allé très loin, il est allé chercher Périclès et Thémistocle, dans la Grèce antique, qui avait une façon de gouverner qui n'est pas comme celle de nos gouvernants de maintenant, qui sont des escrocs, la plupart du temps. Ils devaient donner l'ordre à la flotte grecque de prendre la mer, parce que les Perses arrivaient avec leur galère, et qu'ils allaient attaquer Athènes, ils allaient prendre le pays. Il leur dit, voilà, il faut sortir du port au moment où la température baisse et que le vent vient de la terre vers la mer, alors que pendant la journée, il venait de la mer vers la terre, et puis vous allez prendre le départ à 4 heures de l'après-midi, et vous allez arriver sur la flotte perse, dont les bateaux seront relevés comme ça, et que vous irez les éperonner comme ça. Et Lacan dit que c'est un précurseur de la psychanalyse. Périclès comme Thémistocle. Quelque part, quelqu'un qui interprète les faits de la nature à partir des signifiants. Voilà. Comme il dit, la littérature, tout ça, bon, la littérature, c'est très bien. Ce sont des hommes de vérité, pourquoi pas, mais lui, il parle de littérateur, c'est-à-dire la rature dans le réel qui fait que ça se lit. Hein. Les trappeurs, tous les gens qui vivent dans la nature, ils lisent la nature. Hein. Ils la lisent avec des signifiants qu'ils leur proposent.